Bonsoir, et d'abord la photo d'une jeune fille qui n'a pas réapparu à son domicile depuis maintenant un petit peu plus de 3 semaines. Elle s'appelle Souraya, disparue depuis la mi-octobre. Selon la procureure adjointe, la justice enquête sur une fugue. Ce ne serait pas la première fois, la petite rejetant l'autorité parentale et étant, dit-on, de nature rebelle. Elle n'a emporté avec elle ni ses papiers, ni sa carte de transport en commun, ni même son téléphone portable qui avait d'ailleurs été confisqué par ses parents. Et pour le commissariat de Montgeron, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. Bref, la jeune fille aurait été aperçue le lendemain de sa disparition dans les environs de Villeneuve-Saint-Georges, dans le 94. 2 jours plus tard, c'est à Aulnay-sous-Bois que l'on aurait cru la reconnaître. Mais depuis donc le 17 octobre, sa famille est sans nouvelles. À 20 jours de la 3e élection municipale en 3 ans à Corbeil-Essonnes, les listes se précisent. Bruno Piriou a présenté la sienne hier, un panel proportionnel de la gauche uni, calculé à partir des résultats de 2009. La campagne s'engage alors qu'une certaine presse fait état de témoignages d'achat de voix. Christophe Garnier. Corbeil-Essonnes, son clocher, ses péniches et ses élections à répétition. Les habitants vont élire leur nouveau maire le 5 décembre prochain, alors que les articles se multiplient dans Libération, les inrecuptibles et bacs chiches, concernant les soupçons d'achat de voix qui pesaient sur les précédents scrutins. Des pratiques qui perdureraient d'après les élus d'opposition. Aujourd'hui, je pense que l'argent circule à plein tube de nouveau, je le dis très clairement. J'en ai des preuves d'ailleurs. Malgré les enquêtes qui s'étalent dans la presse, Jean-Pierre Bechter, maire sortant, continue de croire que ces soupçons ne pèseront pas sur les électeurs. Les inrecuptibles, les trucs, les bidules, on s'en contrefout. On est loin du sujet principal qui est Corbeil-Essonnes et son avenir. Franchement, ça ne présente strictement aucun intérêt à nos yeux et il y a longtemps que les Corbeil-Essonnois ont tourné cette page-là. Croyez-moi, elle ne sera pas au cœur de la prochaine campagne. Pour Bruno Piriou, candidat de la ville ensemble, au contraire, la corruption est avérée et la non-réaction en justice du maire en serait la preuve selon lui. Aujourd'hui, aucune attaque en diffamation. Je crois que devant la gravité des faits qui sont rapportés dans ces médias, s'il n'y a pas d'attaque en diffamation, ça veut dire que tout ce qui est écrit est exact. Avec ce 5e scrutin en 3 ans, si on compte les régionales et les européennes, les électeurs risquent de manifester leur lassitude. Une fatigue qui pourrait bien prendre la forme d'un vote de rejet du bras droit de Serge Dassault. C'est Georges Tron qui devait se succéder à lui-même à la tête de la Fédération essonnienne de l'UMP. Georges Tron, maire de Draveil et actuel secrétaire d'État à la fonction publique. Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional d'Île-de-France à présent, François Lamy, président de la CAPS et député maire de Palaiseau, ainsi que Michel Berson, ne se sont pas rendus au conseil d'administration de l'établissement public Paris-Saclay en guise de protestation, comme le président du Conseil général nous l'a expliqué, c'était il y a quelques heures. On n'est plus au temps du général de Gaulle, lorsqu'on crée des villes nouvelles, et l'État décidait de tout. Pourquoi il décidait de tout? Parce qu'ils étaient le seul financeur, le seul propriétaire foncier, et le seul à penser à être visionnaire pour notre pays et nos territoires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, tout cela, c'est partagé. Il y a l'État qui joue son rôle, important. Mais il y a les collectivités territoriales qui ont des compétences, qui ont des financements, qui ont des idées, qui ont des projets. Et donc il faut qu'on le fasse ensemble. Voilà. Et sur les financements, c'est le dernier point. C'est pas clair. C'est pas l'État qui décide et les collectivités qui payent. On veut bien payer. On peut même payer à 50-50. Mais il faut qu'on décide ensemble ce sur quoi nous allons investir. À la suite de cette réunion de conseil d'administration, Vincent Delahaye, le président d'Europe Essonne et maire de Massy, a réagi en ces termes. Tout le monde était là, sauf les élus socialistes, parmi lesquels François Lamy, président de la CAPS, pour qui la mise en œuvre d'un pôle d'excellence passe, je cite, après la politique partisane, d'où le chantage permanent et la politique stérile de la chaise vide. Fin de citation. Soyez gentils avec vos proches, avec vos voisins, avec les gens de la rue, et surtout samedi, ce sera la journée mondiale de la gentillesse. Mais qu'est-ce que la gentillesse? C'est la question que nous avons posée à quelques Essonniens. La gentillesse, c'est faire attention à l'autre. D'accepter les gens comme ils sont. Faire des actions gratuitement, par plaisir. L'altruisme. C'est d'être effectivement serviable.
voire de rendre service, etc., etc. Ça englobe un certain nombre de choses. Ça, c'est une vertu importante. Mais là, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Hein. Quand votre femme vous dit vous êtes gentil, j'ai un mari gentil, ça veut dire c'est un mari qui prend soin d'elle. Voilà. Après, quelqu'un au travail, on va vous dire vous êtes gentil, ça veut dire que vous êtes servable, vous soutenez les personnes, vous travaillez en équipe. Bonjour. C'est des gens qui ne snobent pas leurs voisins, c'est des gens qui rendent service, c'est des gens agréables, tout simplement. Ça devrait être inhérent à la personne humaine. Respecter l'autre et puis apporter de la joie, de la bonne humeur. La gentillesse, c'est aimer. Ce que c'est que la gentillesse, c'est des attentions au quotidien peut-être. Ça met un peu de beauté dans la vie, on va dire. Dans l'actualité, il faut savoir que de grandes écoles l'ont signé avec l'Université Paris-Sud un accord de coopération de double diplôme. Ce sont Supélec et Centrale Paris. Les étudiants concernés débuteront donc par Orsay pour continuer dans les écoles en question en suivant le cycle ingénieur. Depuis la semaine dernière et jusqu'au 17 novembre, il y a la possibilité d'admirer dans le quartier de la Grande Borne à Grigny une frise historique, frise de 11 mètres et qui a nécessité près de 2 années de travail à une soixantaine de bénévoles de l'association Décidée. En fait, il s'agit du clou d'une exposition visant à permettre aux habitants du quartier, notamment de mieux connaître l'histoire de France. Sacha Perrin-Bayard et Jérémy Guillaume ont rencontré Vincent Idé qui est le responsable de l'association qui a organisé justement cette exposition. Cette frise, elle est née de visites dans des musées, avec des habitants du quartier de la Grande Borne. Et dans ces visites est venue la question de mieux se repérer dans le temps, pour profiter pleinement en fait de la découverte du musée du Louvre, de la Bibliothèque nationale de France ou du château de Versailles. Et il faut quand même avoir quelques clés par rapport à l'histoire. Et c'est comme ça qu'en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, nous est venue l'idée au niveau de l'association. On a souhaité que des habitants s'impliquent pour faire une frise du temps de la Révolution française à nos jours. Voilà, et on va terminer avec cet échange artistique et pédagogique avec l'Université d'Art et Culture de Saint-Pétersbourg depuis jeudi dernier, avec des images filmées par Giuseppe Baggio hier de Lena Soboleva et de Vladimir Funtusov, profs de théâtre tous les deux, et qui animent un atelier autour de Stanislas Vasky à l'école départementale du théâtre de Corbeil. Камеру, корпус, Assieds-toi, Isabelle. Pourquoi le cheval ne pas? Il n'y a pas de... Копыта, а не пальчики. Копыта, а не пальчики. Копыта. C'est pas les doigts. Voilà, il y a possibilité d'assister, comme vous l'aurez compris, à un cours ouvert. Ce sera donc ce samedi à 17h et vous aviez le numéro pour les réservations. Merci de votre fidélité.